dans le journal. Alors, vous êtes devenu avocat, Robert Badinter, en novembre 1950, vous aviez 22 ans. C'était une vocation? Non, c'est un hasard. Non, ma vocation, c'était d'être professeur de droit. Mais qu'on ne pouvait pas l'être à cet âge-là et qu'il fallait gagner sa vie, je suis devenu avocat. Pur hasard. Comme ça? Oui. Et après, j'ai compris que j'avais beaucoup de chance de gagner le palais. Ouais. Mais à cet instant-là, c'est vraiment pas du tout une vocation délibérée. Donc au départ, on ne peut pas dire que vous êtes devenu avocat en vous disant « je veux consacrer ma vie à la défense de la veuve et de l'orphelin », comme on disait naguère. Non, je voulais consacrer ma vie à l'enseignement du droit. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus beau que d'enseigner le droit. Oui. Voilà. Vous avez fait les deux, hein? Après, oui, vous avez fait les deux. Oui, mais je dois dire que j'ai aimé à la passion. Alors, à la passion de la profession d'avocat. Et vous avez découvert cette passion combien de temps après avoir choisi? Tout de suite. Moi, j'ai eu une chance prodigieuse. Je ne connaissais pour ainsi dire personne dans le milieu des avocats. Et le hasard a fait que j'ai rencontré par un ami Henri Torres, qui était un très grand avocat de l'avant-guerre. Et qui est présent dans ce livre. Oui, qui est présent dans ce livre. Parce qu'il a été... écoutez, c'est très simple. Il était lui-même juif et il était un grand combattant de la guerre de 14-18, personnage très haut en couleur, un très grand orateur, un homme qui aimait la vie, à la passion. Sanguin. Oui, un héros de la barbe. Je disais toujours que moi j'étais tout en air et que j'avais tort et qu'il fallait être comme lui tout en cœur. Mais enfin, je l'aimais énormément. Et Torres était parti en 1940, avait gagné les États-Unis et là avait rallié la France libre. Et on lui avait retiré sa nationalité française. Fantastique. Et j'ai retrouvé avec stupéfaction dans les archives de l'ordre la décision par laquelle on radiait Torres de l'ordre des avocats. Or, je me disais, mais ils le connaissaient tous. Certains très bien. Encore une preuve. Et il était Torres aux États-Unis, il n'allait pas revenir frapper à la porte. On aurait pu se dire, on va attendre de voir ce qui va se passer. Henri est aux États-Unis. Bon, pas du tout. On s'est dépêché, on l'a radié. Je me suis souvenu que, comme ça, quand il écoutait ces discours si pleins de références au comportement héroïque pendant la guerre, il grommelait, il avait une voix de basse formidable. Faux cul. Le patron. Oui, mais on sent très bien que la comédie judiciaire, entre guillemets, tout de suite vous a captivé. Comédie ou tragédie. Oui, absolument. Mais absolument. Et je vous disais, j'ai eu beaucoup de chance parce que, dès le départ, à cause de Torres, il était très paresseux. Alors, dans les dossiers, j'avais quoi, 23, 24, 25 ans, il disait, bon, toi, tu prendras ceci. Alors, tout ce qui était mauvais dans l'affaire criminelle, c'était des affaires considérables. Mes copains, eux, n'avaient pas le même privilège. Eh bien, dans ces grandes affaires, alors, toujours, je commençais. J'étais, si vous voulez, je nettoyais un peu les broussailles. Et puis, une fois que c'était dégagé et que j'avais, tant que je le pouvais, ici enlever ça, etc. Bref, la partie aride, triste, à ce moment-là, lui-même, alors faisait résonner toutes les splendeurs d'éloquence, et je dois dire que ça me transportait. Alors, c'est une chose que vous racontez dans l'exécution, dont nous allons parler, à propos de l'affaire Buffet-Bontemps. Vous racontez que lorsque vous allez dans une ville de province, vous allez à l'étranger, vous allez toujours au palais et vous vous glissez dans la foule anonymement. Alors c'est peut-être plus difficile aujourd'hui pour humer la justice. Je crois que vous employez cette expression. Oui. Ah oui, vous le faites toujours? Ah toujours, oui. Ouais. Toujours. Je considère que c'est un des lieux où on sent le mieux, moi en tout cas, une société, une culture, une civilisation. Rien que la façon dont le président s'adresse à l'accusé, rien que la répartition des rôles, l'architecture, il y a tout un style judiciaire. Même si vous ne comprenez pas la langue, vous comprenez la justice qui est rendue là. Et c'est vrai que ça continue à me fasciner, que je continue à chaque fois à faire du tourisme judiciaire, là où je vais, même dans mes derniers voyages. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où on vous a dit maître, à 22 ans? Oui, c'était ma première affaire, ma toute première affaire, et c'était même avant d'entrer chez Torres. C'était pour une très charmante vieille femme de ménage. Et j'ai touché 10 francs d'honoraires. J'étais très fier. C'était ma première cliente. Est-ce que vous êtes aperçu que vous étiez vraiment doué pour l'éloquence, ou est-ce que vous avez beaucoup travaillé l'éloquence qui est la vôtre? Écoutez, j'ai eu ce privilège immense, dès le départ, être jeté, vous savez, comme on pousse, je sais pas,
un petit garçon, une petite fille dans l'eau pour qu'il apprenne à nager. Moi, j'ai été jeté dans les grandes affaires. Alors, j'ai appris à ne pas dormir les nuits qui précédaient. J'ai beaucoup appris au cours de ces drames judiciaires, sur la technique, sur le métier, car c'est aussi à la fois un métier et un art. Et j'ai toujours vécu dans l'inquiétude, donc je n'ai jamais été... Et la peur, parfois? Parce que quand même, affreuse. quand on est très jeune et que d'un seul coup on doit défendre quelqu'un... mais affreuse. Ah oui. Affreuse. Je dois dire d'ailleurs rétrospectivement, aussi quand j'y pense pour mes clients. On en avait tout seul. Le premier que j'ai défendu aux assises, c'était un plombier qui, hélas, violait des dames parce qu'il voulait être fidèle à sa fiancée qu'il croyait vierge, enfin une histoire insensée. J'avais préparé une plaidoirie si dramatique que si l'avocat général n'était pas venu au secours de mon malheureux client, je suis sûr qu'il aurait pris, enfin, je frémis rétrospectivement. Ça, c'est grâce à l'avocat général, très bien passé. Alors, votre maître Henri Torres disait ceci, je le cite, plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. Est-ce que vous feriez cette... Je vais faire un aveu, oui. C'est de moi. Ah, c'est de vous? Oui. Ah, donc, alors là... Je vais faire un aveu, c'est de moi, mais comme je n'osais pas à cette époque-là, ça se passe il y a 25 ans, écrire cette phrase définitive, je l'ai mise dans la bouche du père Torres, mais il aurait pu la dire. Sur ce point, je suis en complète harmonie avec sa pensée profonde. Non, parce que j'imaginais buvant un verre de Bourgogne dans une grosse viande rouge et disant... Il aurait pu le dire, il ne l'a pas dit, je l'ai écrit pour lui, mais je le lui donne bien volontiers, avec tant d'affection. Ah oui, donc c'est de vous. Alors, on rectifie, s'il vous plaît, plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. Mais il y a un aspect très sexuel. Très sexuel. Ah oui, très sexuel. Ah oui, dans l'éloquence, dans le rapport à ceux qui écoutent, D'ailleurs, même si vous êtes là dans un meeting et que vous observez, il y a, moi je l'ai toujours constaté, pour le véritable orateur, un phénomène d'érotisation très très profond. Il y a une lettre de Gambetta, je l'avais envoyée à Mitterrand, dans laquelle il est en campagne électorale, c'est le moment du 16 mai, et il écrit à sa maîtresse, il écrivait beaucoup, et lui, je suis arrivé à Nîmes, les vignerons m'emportent, nous entrons dans l'arène, il y a des milliers de poitrines qui m'acclament, le silence se fait, le soleil frôle le sommet de l'arène, je vais parler, c'est le bonheur. Écoutez, si c'est pas l'amour, écoutez, c'est formidable. Et c'est ça. Et quand je voyais le Torres ruisseler comme ça, on dit la sueur sacrée de l'orateur, il y avait indiscutablement un phénomène sensuel.